Bonjour, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Le Jazz et la Java, Zoom Production et le Conseil régional de Bretagne ont le plaisir de vous proposer aujourd'hui cette table ronde dans le cadre de la fête de la Bretagne pour vous inviter à réfléchir avec nous sur la place des musiques bretonnes dans les musiques du monde. Autour de cette table, Christian Annex, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Donc artiste musicien mais aussi élu au Conseil régional. Tout à fait. Morgane Lecuf, bonjour. Bonjour. Harpiste, chanteuse. Gulbenka, bonjour. Bonjour. Violoncelliste, slammer, mais aussi chanteur. Tout à fait. Ça va, tout le monde va bien? Impeccable. On est bien là, sous le soleil, à Excellent. Fougères, au coquelicot. Tout à fait, c'est nickel. Bon, moi, très bien. Bah, écoutez, j'aimerais évoquer avec vous dans un premier temps les notions de musique bretonne et de musique du monde. Donc on va voir effectivement que ces deux notions, elles sont assez difficiles à définir. D'ailleurs, nous sommes allés interviewer quelques personnes. Regardez. Qu'inspire pour vous la notion de musique bretonne? Une musique différente. La notion de musique bretonne, je pense au fest-noz. Tout le patrimoine breton, on est à plusieurs à danser tous ensemble, en rond. Inspiré de la tradition et surtout inspiré de la tradition celtique. Moi, ce que ça me fait penser déjà, c'est plus les fest-noz. Convivialité et fête. On est tous ensemble réunis sur une musique Qui propose une multitude de styles. qui lie à la fois l'héritage, la transmission, puis l'ouverture sur les musiques du monde. Et cette notion de musique du monde, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Les musiques du monde, c'est vrai que c'est un terme assez général. Du métissage, du partage. J'ai l'impression que c'est un peu une appellation dans laquelle on met beaucoup de choses. Exotisme, la fête toujours et la chaleur. Des musiques dans lesquelles il y a de l'inspiration ethnique. Ouais, c'est le côté ouverture, dialogue avec toutes les cultures. Dès qu'il y a un brassage d'influences, un métissage, tout ça, tout de suite on met ça dans le tiroir musique du monde. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Je ne saurais pas dire. C'est peut-être avant tout de la musique tout court. Alors, des réactions par rapport à ça, Christian Annex? Bah, écoutez, des réactions. La première, concernant la définition de la musique bretonne, on s'aperçoit que ce micro-trottoir retient essentiellement le côté danse, et notamment la notion de fest-noz. Et c'est vrai que c'est le fest-noz qui a vraiment qui a démarré effectivement tout l'engouement, hein, puisque c'est peut-être d'une approche plus facile, la danse. Et le fest-noz a été vraiment l'élément fédérateur. Et encore aujourd'hui, beaucoup se retrouvent dans cette appellation musique bretonne uniquement à travers leur participation à des festounoz. Et maintenant, concernant la définition des musiques du monde, c'est un vaste sujet. À une époque, on parlait de world music. Oui, c'est vrai. Et on sentait que ça venait un peu des majeures américaines qui avaient un peu inventé cette dénomination. Et dès que deux musiciens de pays étrangers se retrouvaient, c'était tout de suite de la world music. On a employé le mot métissage. Je crois que sans vouloir faire trop de sémantique, je crois qu'on reviendra peut-être un peu plus tard là-dessus. Mais les musiques du monde, ce sont des musiques a priori populaires, issues d'un héritage, des musiques traditionnelles qui reflètent un peu l'âme et la culture d'un pays. Tout On à pourra fait. peut-être voir ça un peu plus loin, un peu plus tard. C'est pas grave, vous pouvez anticiper aussi, c'est très bien. Non, je vais laisser la place aussi à mes camarades, leur réaction à chaud sur ce micro-trottoir. Vas-y, je t'en prie. Morgane? Ouais, pour la musique bretonne, c'est sûr que c'est délicat parce que c'est à la fois musique populaire, mais on voit bien sur les scènes actuelles, parfois il y a des mélanges aussi avec de la musique savante, donc ça résout pas tout. Voilà. Et après, sur les musiques du monde, il y a un terme là qui a été employé, c'est ethnie. Et ce mot-là, c'est super difficile, pareil, de l'utiliser parce qu'en fait, une ethnie, souvent on pense, je sais pas, aux pygmées ou... Ça vous a choqué? Non, mais c'est plus que, on fait tous partie de plus ou moins d'ethnies, mais même dans notre monde actuel, dans notre société occidentale, on pense aux personnes qui font des rêves parties, quelque part c'est un peu une ethnie aussi, ils ont des codes sociaux, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Goulven. Merci Morgane. Moi sur le concept ou le terme de musique bretonne, j'ai pas grand chose à dire quoi, mais par contre sur le truc de
la musique du monde, je rejoins un peu ce que tu disais sur les majors américaines. Il y a quand même un côté, j'ai l'impression, assez égocentré. Genre, il y a la musique occidentale un peu, et puis tout ce qui sort de ça. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce que c'est la musique occidentale en fait, mais j'ai l'impression que la musique du monde, c'est la musique qui vient pas de chez nous en fait, quoi. C'est un peu bizarre. Alors qu'en fait, j'imagine que pour d'autres cultures, la musique du monde, c'est notre musique. Ceci dit, la musique bretonne doit rentrer dans le concept marketing des musiques du monde, j'imagine. Dans les bacs, je pense que... Enfin, non, chez nous, dans les bacs, la musique bretonne, elle est vraiment identifiée. Mais il y a quand même un côté, ouais, musique trad, musique populaire, en fait, c'est ça, non? Il y a ce côté-là. Hein. Je sais pas, moi, j'ai pas... C'est mon sentiment, je sais pas après. D'accord. Donc au final, on n'aurait peut-être pas besoin de tout catégoriser au final. Ouais, ça, c'est le débat, le débat perpétuel, je crois, ouais. Pour Comme on a catégoriser. vu dans la vidéo, la dernière intervention qui disait que finalement, c'est de la musique tout court peut-être. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est la musique tout court. Mais dans nos sociétés, on a besoin de se mettre dans des cases. Et voilà, donc nous, c'est vrai, concernant les bacs dans les magasins, chez nous, souvent c'est marqué musique traditionnelle ou alors la rubrique musique celtique. Là, on englobe un peu tous les pays celtiques. Mais à l'étranger, souvent, c'est nos musiques, on les retrouve, ça peut se retrouver dans la variété française. D'accord. Hein, parce que c'est le pays, voire le continent. Donc il n'y a pas de règle vraiment absolue. L'essentiel, c'est que les gens s'y intéressent. Voilà, je crois que sans vouloir être mercantile ou autre, mais le but, c'est de diffuser quand même. Après, quelle que soit l'appellation, Ouais. c'est pas ça l'essentiel. J'ai l'impression que dans les réunions de professionnels, je suis allé voir au BIS notamment à Nantes, là, les biennales internationales du spectacle, les musiques bretonnes sont plutôt, enfin il y a des, on va dire, il y a des rayons quoi, un peu musique du monde, tout est un peu groupé quoi, musique pop, variété, tout ça, et j'ai l'impression que les musiques bretonnes sont plutôt rangées du côté des musiques du monde en fait, dans ce genre de colloques ou c'est pas des colloques, c'est de rencontres de professionnels quoi, donc ça en dit un peu long, enfin je pense. Et elle serait rangée du coup par quel côté? Est-ce que c'est Musique par ce du monde. côté métissage, Je- mélange, Populaire, je pense. populaire? Plutôt, ouais, enfin, quand tu te parlais de musique savante, je crois, et de musique populaire, Je suis muette. Ouais, non, je pense que c'est quand même un point fort, c'est tout simplement la musique populaire, même si quand on dit musique du monde, ben, on pense à des musiques qui sont pas forcément populaires. Je pense à la musique indienne, musique arabe, où là c'est de la musique savante classique, quoi. Donc, transmission orale. En Inde, il y a des manières d'écrire, non? Ouais, ouais. oui, Oui, transmission, peut-être pour voilà, qu'on puisse, transmission orale, je disais ça. Bah ouais, je pense qu'il y a plutôt ce côté-là, hein, de la transmission orale, parce que la musique bretonne, il y a beaucoup ça, même si de plus en plus, de toute façon, dans les musiques dites populaires, il y a des gens qui l'écrivent, quoi, même qui la théorisent, tout ça. Donc dans les musiques indiennes, qui sont des musiques très savantes, de ce que j'en connais, quoi, il est fort probable qu'il y ait de l'écriture. Moi, j'en sais pas assez. En Orient, ils ont aussi théorisé beaucoup les choses et écrit beaucoup les choses, parce qu'il y a de la musique d'orchestre. Mais j'ai quand même l'impression que la majeure partie de la transmission, c'est la musique... Enfin, c'est l'oralité, quoi. C'est comme ça. Mhm. Comme en musique bretonne. Et comme certainement, même si j'y connais très peu, certainement la plupart des musiques populaires, ethniques, tout ce qu'on n'aime pas dire, voilà, tout ça. Tout ce qu'on n'aime pas dire, mais qu'on dit quand même. Mais je vous le dis quand même. Très bien. Alors en second point, j'aimerais aborder avec vous l'origine des musiques bretonnes. Alors au fil de nos recherches, on a remarqué qu'effectivement la harpe, elle serait originaire de Mésopotamie. Donc Morgane, peut-être que plus tard vous pourrez nous en faire un petit commentaire. Ou tout de suite. Bah oui, non mais allez-y. Eh ben, c'est vrai que la harpe, c'est un instrument qui vient tout simplement de l'arc des chasseurs. Et donc, petit à petit, on rajoute des cordes, petit à petit, une caisse de résonance. Et donc, c'est un instrument, enfin, la famille de la harpe, on en trouve dans le monde entier. Après, la harpe, vraiment la harpe celtique, comme on l'appelle aujourd'hui, ben, en fait, c'est assez récent, parce qu'il y a la harpe irlandaise qui est encore différente, avec des cordes en métal. Et en fait, en Bretagne, ben, à partir du XVe siècle, on n'a plus de traces de harpe. Et en fait, ça a réapparu notamment au XXe siècle, et c'est un peu une création de personnes qui voulaient avoir un instrument, le symbole des Celtes pour la nation celte qu'est la Bretagne. Et donc,
il fallait à tout prix créer un instrument. Et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, la harpe, ça fait partie du paysage de la musique bretonne. On en trouve énormément. Ça a eu un succès fou dans quasiment toutes les écoles de musique. Voilà, j'exagère un petit peu, mais il y en a beaucoup, quoi. Et on peut dire maintenant que ça fait partie des instruments traditionnels. Oui, comme Voilà. la bombarde ou la cornemuse aussi. Oui, tout à fait. Bombarde et cornemuse, bon, ce sont les instruments emblématiques de la musique bretonne. Et ce sont surtout des instruments qui font partie de familles, la cornemuse d'une part et le hautbois de l'autre, qui remontent à des temps très anciens. Alors dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il ne faut jamais être catégorique, puisque les origines ne sont vraiment jamais avérées à 100%. Enfin, on a coutume de dire que dès que l'homme, à la préhistoire, a commencé à mettre un brin d'herbe ou une écorce de bois dans la bouche, et avec la langue, il a commencé à produire un son, on a dit, tiens, ça c'est le début des anses. Les anses que l'on retrouve maintenant sur nos propres instruments. Et on dit également que ce serait les troupes d'Alexandre le Grand qui auraient popularisé ces instruments en Europe et en Orient et Moyen-Orient. Mais quand on commence à gratter, on va chez les Grecs, et on retrouve des holos. Là, c'est l'origine plutôt de la bombarde. Donc au fil des siècles, les choses se sont améliorées. Car maintenant, nous, sonneurs, nous avons une poche, nous avons une réserve d'air. Ce qui permet un peu de souffler, c'est le cas de le dire, lorsque nous sommes un peu fatigués, et de jouer en continu pendant très longtemps. Mais si vous allez encore aujourd'hui en Sardaigne, vous rencontrerez des musiciens qui jouent des launidas, et eux, c'est comme il y a très longtemps, en souffle continu. Donc ils n'ont pas de poche. C'est leur bouche qui fait office de poche, et donc ils continuent, ils jouent sans interruption. Voilà, en continuant à souffler avec leur propre bouche. Donc il y a des techniques instrumentales très diverses selon les pays et selon les cultures. Pour terminer, peut-être en Bretagne, c'est vers le XIIIe siècle qu'il est avéré effectivement qu'on retrouve et le biniou et la bombarde, parfois avec des noms différents, mais il y a beaucoup de représentations d'enluminures, de gravures, où on retrouve ce fameux couple de sonneurs qui fait tant maintenant le délice des uns et des autres, notamment lors des festounos. On va en parler du fest-noz, ne vous inquiétez pas. Alors, au vu de ces remarques, est-ce qu'on peut considérer que les musiques bretonnes, justement, par rapport à ça, elles puisent leur origine partout dans le monde? Elles puissent d'abord leurs origines dans leur propre spécificité, dans leur propre capacité à se réinventer. Et parallèlement à cela, comme les Bretons en général et les musiciens en particulier sont de grands voyageurs et sont toujours ouverts vers le monde et adorent partager, c'est indéniable qu'au fil du temps, c'est-à-dire au fil des siècles, les musiciens bretons ont été sensibles et ont été à l'écoute de ce qui se faisait ailleurs. Tout comme ils ont été sensibles à une certaine époque de ce qui se faisait à Paris. Je pense à certains chanteurs ou certains sonneurs, musiciens, qui adoraient jouer des airs de Paris, quoi, qui étaient plutôt, on qualifierait de variété française maintenant. Mais bon, c'était devenu la musique dite bretonne à l'époque de Théodore Botrel, entre autres. Maintenant, on en est loin et on a surtout maintenant la capacité de création avec les nouvelles générations de musiciens. Car même si c'est la musique transmission orale, dans un premier temps, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant on écrit cette musique, même si on continue à la transmettre oralement, souvent, en face d'élèves ou autres, mais ça permet aussi une évolution très importante de notre musique. Vous parliez tout à l'heure de réinvention, de création. Est-ce qu'on peut dire que la capacité des musiques bretonnes, elles ont justement cette capacité à se fusionner, à se mélanger, à s'adapter aussi avec les autres musiques du monde?
Ah, c'est moi qui dois répondre là, ok. Oui, oui, bah évidemment, je crois que moi je suis pas du tout un spécialiste des musiques bretonnes, mais de ce que tu pourras, euh, toi, me corriger, voilà, si je dis des bêtises. J'ai quand même l'impression que le gros revival de la musique bretonne, c'est notamment parce qu'elle a su se métisser avec d'autres musiques, quoi, des années 70. J'ai l'impression que c'est là que tout est revenu. Et effectivement, c'était pas à proprement parler des musiques du monde, mais c'était quand même une intégration d'autres sonorités, guitare électrique, batterie, etc., etc. Jazz, j'imagine, voilà, qui ont fait en sorte que cette musique-là, du coup, est sortie peut-être un peu de son, comment on appelle ça, de sa, de son silence, parce que ça commençait, c'était pas évident, je crois, j'ai l'impression, à ces époques-là. On a connu en Bretagne un déclin énorme, disons, entre les deux guerres mondiales. Ouais. Et heureusement qu'il y a eu quelques personnes qu'on pouvait compter sur le doigt de la main à l'époque, notamment Pauline Montjarret ou Jeff Le Penven, compositeur, qui ont d'abord décidé de collecter les anciens qui restaient, il y en avait très très peu, et en plus d'essayer de structurer un peu tout ce milieu, si je puis dire, pour commencer à diffuser, à créer des cours, créer des bagadous à partir de 1947-1949. Et parallèlement à ça, on arrive aux années 70 avec Alan Stivell, notamment son premier Olympia. Et c'est vrai que c'était un déclic parce qu'on faisait la musique bretonne avec les instruments traditionnels, mais on y adjoignait des instruments euh, plus modernes, si je puis dire, entre guillemets. On électrifiait la musique et ça donnait voilà, un son nouveau. Et ça a touché tout de suite les nouvelles générations. Les plus anciens s'y retrouvaient encore un peu parce qu'ils retrouvaient les instruments sur scène. Et les plus jeunes entendaient un nouveau son, une nouvelle musique qui leur parlait plus, quoi. Qui passait à la radio. Ben voilà. Donc après, on pourra peut-être parler effectivement du rôle important des médias. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour en revenir en tout cas à la question, du coup, le métissage, j'imagine que c'est assez compliqué de savoir dans quelle mesure euh, la musique bretonne est métissée à la base, mais tu l'as expliqué correctement. Enfin, ouais, enfin non, correctement, c'est pas mon rôle de dire ça, mais tu l'as bien expliqué. Voilà, j'ai bien compris en tout cas quand tu disais les trucs, les influences au niveau de la construction des instruments et même au niveau des airs. Et au niveau du coup du métissage, parce que c'est ça la question, je crois, de base, ben, la musique bretonne, évidemment, enfin, la musique bretonne, elle est jouée par des musiciens, et à partir du moment où des musiciens commencent à avoir accès à des musiques différentes et que ça reste de la bonne musique, ils ont envie de s'en servir, de l'apprendre et naturellement de l'intégrer, quoi. Et j'ai l'impression que la scène, on va dire le haut du panier, même si c'est pas peut-être le bon terme de la scène bretonne actuelle, ils jouent très bien la musique trad. Ils ont intégré vraiment le répertoire trad, soit via les collectages, soit via leur formation, enfin via plein de trucs. Et ils jouent aussi énormément de musiques différentes, quoi, notamment du jazz, notamment d'autres musiques traditionnelles, européennes, indiennes. Je pense à quelques grands noms comme ça, et qui vont en Inde régulièrement, en Syrie, en Iran, qui font. Il y a je sais pas si c'est un collectif, je pense qu'ils vont m'en vouloir si je dis pas le bon terme, mais il y a Drôme, je sais pas comment, une association, voilà, l'association Drôme, qui fait quand même très clairement ce travail-là, à la fois qui a fait ce travail de collectage, donc on va dire représentation, défense un peu du patrimoine musical breton, et à la fois qui, de par leur rencontre sur le terrain, mélange, voilà, il y a des grands noms comme Titi Robin, Rose Dali, même Trilogue Gourtou, des gens comme ça en fait, qui sont des musiciens issus de la musique orale, traditionnelle, qui savent lire, qui savent pas lire forcément, mais qui ont un gros niveau, un gros bagage musical dans des registres un peu différents, et tout ça se mélange parfaitement, quoi, il n'y a aucun problème. Voilà. Morgane, peut-être. Peut-être juste ce que je peux rajouter, c'est que la spécificité en fait vraiment de la musique bretonne comme de toutes les musiques traditionnelles, parce qu'en effet, on peut pas nier qu'il y ait des origines qui viennent d'un peu partout, mais ça reste la langue quand même. Et voilà, que ce soit le breton, les différents dialectes, enfin la musique traditionnelle, elle se ressent quand même beaucoup, et je pense même aujourd'hui encore maintenant, quand c'est des compositions, voilà, je pense qu'il y a toujours
cette base-là, quoi, ce truc qui fait que c'est différent des autres musiques traditionnelles. Oui, c'est vrai. Juste pour compléter, effectivement, la notion du chant est essentielle, hein, puisque la plupart du répertoire qui était joué, qui est encore joué, ce sont avant tout des chansons. Et c'est vrai que lorsque tu animes un mariage, par exemple, tout un cortège, quand tu as un couple de sonneurs billon-bombarde devant, ce qui explique d'ailleurs un peu le volume sonore à dégager, parce qu'il fallait que les centaines d'invités puissent participer à la fête. Eh bien, les sonneurs jouent essentiellement des marches ou des mélodies qui sont des chansons. Ce qui fait que, en général, les convives connaissent aussi les paroles, ce qui permet une certaine communion, même une communion certaine entre les musiciens et les gens de la noce, quoi. Et cette notion de chant est essentielle. Et au niveau de la création actuelle, c'est peut-être un peu le bémol qu'il faudrait apporter, c'est que maintenant, il n'y a peut-être plus les paroles derrière. Hein, c'est avant tout plus un travail musical et instrumental. Mais bien, je crois que c'est un peu le tournant depuis quelques années. Ceci dit, on a eu un petit débat avec Ross Daly, là, qui est un grand musicien qui vit en Crète et qui a beaucoup voyagé, enfin, voilà, qui a un très gros niveau de musique. Et il est musicien, lui, il n'est pas chanteur. Et il parlait du chant notamment, et il se demandait quand même où est parfois la cohérence dans l'emploi vraiment des vieux textes, parce qu'on est quand même dans une société moderne dans laquelle les musiciens traditionnels évoluent, voyagent, boivent du Coca-Cola, vont aux États-Unis. Enfin voilà, il y a ce côté hyper. On est tous dans le système quelque part, quoi. Voilà, système un peu libéral, etc. Et puis surtout l'époque moderne, quoi. On utilise des téléphones, on utilise des ordinateurs. Voilà, c'est moderne. Et c'est vrai que du coup, le fait de parler des noces qui ont eu lieu peut-être en 1830 avec la Marie-Louise, etc., qui était là, est-ce que ça a toujours une légitimité? Moi, j'ai pas de réponse à ça, mais peut-être que c'est aussi là peut-être que c'est pour ça aussi que le chant a moins, ou les textes ont moins leur place, je sais pas, dans les musiques de maintenant, quoi. Moi, j'ai une réponse à donner tout de suite, Ouais. qui est contemporaine, c'est que encore aujourd'hui, en 2014, nous sommes invités à animer des noces, des mariages. Et voilà, on chante surtout en français hein, maintenant. Donc même ceux qui ne connaissent pas, ils reprennent. Ouais. Et puis les chansons sont adaptées maintenant. Ce sont des chants contemporains qui peuvent relater il y a des faits divers du jour ou d'actualité. D'accord. Donc le chant, c'est quand même le lien. C'est quand même un fédérateur. Ah ouais, c'est sûr. La voix, quoi. La voix, premier instrument. Très bien. Juste pour continuer un peu sur ce sujet-là, ce serait bien aussi, donc depuis tout à l'heure, vous insistez sur le fest-noz. Alors voilà, on y arrive. Donc au regard de ce que vous dites, on voit bien que les musiques bretonnes, elles se caractérisent vraiment par ce mélange, cette fusion. Il y a des feuilles qui volent de partout aujourd'hui. par ce métissage. Est-ce qu'on peut dire que cet élément-là il jouerait donc quelque part en faveur d'une certaine reconnaissance internationale? C'est évident que le fest-noz, comme on l'a dit déjà en tout début, c'était l'élément qui est déclencheur. Moi, j'ai eu la chance, le hasard du calendrier, dans les années 70, de participer au renouveau des fest-noz et des bals bretons de l'époque, hein, parce qu'on dansait aussi le dimanche après-midi. Et c'est vrai que ces fest-noz, il y en avait sans arrêt, chaque semaine. Même 3 fois dans la semaine, dans le même endroit, dans la même salle, avec les mêmes animateurs. Il y avait toujours autant de monde. Pourquoi? Parce que ça a été dit dans le micro-trottoir au départ, c'est le côté festif et convivial qui continue, hein, qui perdure au fil du temps. Et c'est vrai que beaucoup ont démarré en faisant leur premier pas, en commençant à apprendre l'andro ou l'anterdro, et après ont continué leur quête et leur démarche. Et le fest-noz, lorsqu'il a été reconnu au patrimoine de l'UNESCO, en 2012, voilà, ça a été vraiment, c'est pour le but ultime. Hein, lorsque comment Loïs Ropars a lancé les fest-noz dans les années avant les années 50, le but c'était pas d'être reconnu au niveau de l'UNESCO quelques 70 ans après, mais quelque part ça montre quand même toute l'évolution
qui s'est produite au fil des années. Et tout le travail qui a été fait sur le terrain par les associations, mais également par les cercles celtiques, hein, donc les groupes de danse en Bretagne, qui ont permis à toute une population de s'approprier le fest-noz, qui, il n'est pas inutile de le rappeler, au départ était essentiellement pratiqué à la campagne, dans les cours de ferme, et qui avait des fois un but très utilitaire, ne serait-ce que pour tasser la terre dans une pièce à vivre, où c'était le propriétaire qui menait la chaîne et qui emmenait tous les danseurs dans les coins où il fallait pour bien tasser la terre. On en est loin là maintenant, mais le fest-noz a vraiment gagné ses lettres de noblesse et c'est devenu un élément incontournable. Quel que soit l'endroit où on va se produire et jouer dans le monde, tout le monde connaît le fest-noz. Oui, tout Ça, à fait. c'est incroyable. Alors le fest-noz, il a gagné en popularité, mais c'est le cas aussi pour la fête de la Bretagne, parce qu'elle se célèbre aussi à Pékin, à New York, au Mexique. Donc on a vraiment une reconnaissance assez importante quand même. On a une diffusion qui est assez large, et même, on peut peut-être dire aussi une exportation de la musique bretonne. Si mes collègues veulent intervenir, mais l'exportation de la musique bretonne, on va pas jouer les anciens combattants, parce que non, disons que cette année, j'ai fêté mes 50 ans de musique quand même. Donc, durant ces 5 décennies, avec mon collègue Jean Baron, on a vadrouillé pas mal dans le monde, on a rencontré beaucoup de gens. Et c'est vrai que pendant très longtemps, et même parfois encore aujourd'hui, on a vraiment l'impression que les musiciens, les sonneurs, sont un peu les ambassadeurs, d'abord de la Bretagne, et plus précisément ensuite de la culture bretonne. Et rien de tel pour mettre tout le monde dans sa poche, quel que soit le pays dans le monde, c'est de commencer à esquisser un pas de danse, commencer à apprendre une danse plus ou moins simple quand même dans un premier temps. Et tout de suite, le contact est là. Et donc fest-noz, mais aussi danse à l'origine, qui permet tout de suite la rencontre. Surtout que nous, en Bretagne, en plus, les danses sont essentiellement des danses communautaires. Ce qui fait qu'on est obligé d'aller chercher son voisin et sa voisine, de se prendre par la main ou le petit doigt et de tout de suite commencer à repartir dans le même sens. Toujours à gauche d'ailleurs, essentiellement à gauche en Bretagne. Et c'est vrai que la danse, c'est essentiel. Gulbenkian, par exemple, ou Morgane, peu importe, justement, cette reconnaissance qu'on a, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la région au final? Je passe la parole à Morgane. Subvention. Je sais pas, je crois pas que je sois assez militant dans l'âme là pour pouvoir répondre à cette question correctement. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la Bretagne? Je sais pas moi demander là-haut. Non, je sais, j'ai aucune idée. Je pense que c'est non. Un certain Joker. prestige, peut-être que le sentiment d'appartenance, bon, t'as un petit problème aussi avec le fait Non, d'être j'ai pas. breton. Non, j'ai pas de problème avec le fait d'être breton. Non, mais ça, c'est plus des notions qui concernent ma démarche artistique et professionnelle. Mais non, j'ai pas de problème du tout avec le fait d'être breton, au contraire. Mais je me considère pas plus breton que normand ou que français ou que espagnol ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Oui. Je me mets pas trop facilement une étiquette sur le nez ou sur le dos. Donc du coup, j'ai un peu de mal effectivement à répondre à cette question. J'imagine qu'effectivement, ça peut apporter des subventions supplémentaires, ça apporte des moyens de travailler peut-être supplémentaires. Et je pense que en tout cas pour ce qui concerne, puisqu'on est 3 musiciens ici, pour ce qui concerne les musiciens, j'imagine que ça apporte encore plus de possibilités de jouer et d'échanger, de rencontrer quoi. C'est aussi, je pense, une bonne raison. Enfin voilà. Oui, on reste en fait dans le partage, la convivialité, Ouais. le fait vraiment de se rassembler pour... Il y a quand même des Bretons partout dans le monde. Hein, Oui, c'est vrai. il paraît quoi. Enfin, c'est vrai, voilà, toi tu as voyagé beaucoup, je sais pas si Morgane. C'est vrai que là où il y a 2 Bretons, il y a une association. Et Ouais. là où il y a 3 Bretons, il y a 2 associations. Ça, c'est quel que soit l'endroit où on va. Mais le fest-noz, ça surtout, c'est un peu une porte d'entrée, mais non, c'est une clé à l'extérieur, quoi. Tu parles fest-noz, tu sais que tu parles Bretagne. Donc, On l'identifie en fait. voilà, réciproquement, la Bretagne se retrouve à travers aussi le fest-noz, comme à travers d'autres éléments culturels ou de son patrimoine.
mais c'est un des éléments essentiels, même pour des gens qui ne sont pas du tout, qui touchent de très près ou de très loin à la notion de culture bretonne, ils connaissent le mot fest-noz. Et, pendant des années, ils ont vu des affiches sur tous les murs de Bretagne et d'ailleurs, où on les invitait à participer à un fest-noz, même s'ils ne venaient pas, ils savaient que ça existait. Donc après, les plus curieux ont peut-être essayé de gratter, de savoir ce que ça voulait dire déjà en breton, déjà, hein, la fête de nuit, et savoir qu'est-ce qui se cachait derrière. Mais c'est un élément incontournable qu'on ne pourra pas maintenant supprimer. Quelles que soient les vicissitudes de l'histoire à venir, le fest-noz, c'est voilà, c'est indélébile. Je te voyais sourire, Golvenka, tout à l'heure. Oui, en fait, pourquoi je souriais moi attends. Non, parce que je voulais réagir, voilà, je voulais parler de mon expérience, ma petite expérience personnelle, ne venant pas forcément de la musique traditionnelle bretonne, moi, ayant plutôt grandi avec les musiques actuelles dans les oreilles, etc. Je voyais ça quand j'étais adolescent de loin, ça me faisait quand même assez sourire, le fait d'aller en fest-noz, et un peu plus tard, voilà, un peu avant mes 25 ans, je suis quand même allé chercher ça, notamment parce qu'il y a un côté très communautaire et multigénérationnel. Et j'ai pas l'impression, à part peut-être dans le sud-ouest, enfin, en tout cas ouais, que cette intergénérationnalité, waouh, voilà, que cet échange, en tout cas de génération, des 4 ans aux 85, voire plus, n'existe pas ailleurs que dans les musiques trad, quoi, en fait. Et la musique à danser, notamment, elle apporte beaucoup ça. La Bretagne, c'est un peu ça, en fait, au final. Ça, c'est vrai que c'est... Dans un concert, quand on va voir un concert de musique actuelle ou de jazz ou de je ne sais quoi, on va se retrouver généralement avec une couleur de population, quoi. Une tranche d'âge, ça va être les 40-60 ans qui écoutent ça, les 20-40. Enfin, le fest-noz, c'est du 6 mois au centenaire, quasiment, quoi. Et tout le monde danse plus ou moins, ou certains restent au bar, enfin voilà, mais chacun trouve son intérêt. Mais cette, cet échange de génération-là, il est quand même extrêmement beau, quoi, et attrayant, et il n'y en a pas beaucoup ailleurs que dans ce genre d'échange, quoi. Bon, on s'éloigne un petit peu de l'aura de la Bretagne, mais c'est vrai que le fest-noz fait quand même partie de cette aura-là, enfin, induit ou apporte une aura supplémentaire, quoi. Bah, moi, je pense que le fait que ça ait été reconnu par l'UNESCO, le fest-noz, ça apporte du poids, notamment pour les gens pour qui c'était ouais, c'est ça, du folklore, un espèce de truc de rigolo qui mange des galettes de saucisses. Je dis ça parce que j'ai fait des études un peu à Paris et c'est vrai que c'était un peu vexant parfois les marques que je pouvais avoir à ce niveau-là. En fait, j'en sais rien si ça a changé quelque chose dans leur tête, ces gens-là, parce que je sais pas. Je pense que quand même ça peut que aider en ce sens. Et puis pour ce qui est de l'aura du fest-noz dans le monde, j'ai passé pas mal de temps en Espagne et notamment en Asturie, où là-bas ils ont voulu faire, enfin ils font des Noche en Danza. Et donc ça c'est exactement le copier-coller du fest-noz. Alors malheureusement ça marche pas aussi bien parce qu'ils ont bon, notamment ils ont des danses qui sont pas communautaires justement où c'est plutôt un soliste qui va danser, etc. Donc là ça marche moins bien. Et là c'est vraiment relié à des processions religieuses mais qui font toujours. Donc en fait finalement c'est encore mieux quelque part, c'est que là c'est vraiment la tradition qui continue. Et je m'éloigne. Donc le rien ne peut fest-noz, négaler voilà. le fest-noz, au final. Ça doit être ça la conclusion. Alors, on parlait tout à l'heure des musiques du monde. Moi, je voulais savoir justement par rapport au processus d'homogénéisation, si elles n'étaient pas vouées à disparaître quelque part. La mondialisation, dans le monde de la musique, comme dans tous les autres secteurs d'activité. Le danger, il est présent tous les jours, dans les médias notamment. C'est la prédominance de la musique anglo-saxonne, notamment américaine, qui peut se faire au détriment justement de toutes ces musiques un peu plus spécifiques, de musique populaire. Mais après, tout dépend du pays dans lequel on vit, où l'on se trouve. Parce que même aux États-Unis, sur toutes les chaînes de télé et de radio, on n'entend pas que de la musique anglo-saxonne. Il y a des chaînes qui sont
spécifiquement dédié, par exemple, à la musique cajun en Louisiane. Il y a la musique country sans arrêt sur certaines chaînes. Voilà ce qui nous manque, nous, en France et plus précisément en Bretagne, c'est qu'on n'est pas le relais de médias qui permettent et le développement de nos musiques et de nos chants, et également qu'il y ait ensuite une demande sociale, que la population sache de quoi il retourne. Et je crois que ça ferait un bien fou aujourd'hui même pour la population, les artistes et autres, mais surtout pour le devenir et pour demain. Je crois que l'avenir de notre musique et de notre culture passe par une prise de conscience des collectivités, bien évidemment, mais aussi des médias qui, pour moi, les médias sont essentiels. On peut le déplorer, on peut le regretter, mais on vit maintenant dans une société de l'information, de l'immédiateté, où alors c'est tout de suite, tout est maintenant. Et donc, pourquoi pas la musique? D'accord. Je passe. Parce que tu n'as pas d'avis ou parce que... Bah, là, c'est super large, quoi, la mondialisation. Ben, en même temps, est-ce que le revival des années 70 a fait mourir la musique bretonne? Je pense qu'on aurait pu se poser la question à l'époque, puisqu'il y a vraiment un gros métissage. Du coup, le fait de tout mélanger, au bout d'un moment, on peut passer dans une uniformité certaine. Le fait de tout mélanger aussi, on peut avoir des soupapes, un peu d'air, avoir un dynamisme qui se met en place. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, et seul l'avenir nous le dira. Je peux regarder la caméra en disant ça, peut-être. C'est une très belle conclusion, une très belle chute. Ah bon. Du coup, pour terminer, est-ce qu'une petite démonstration musicale vous intéresse? Une démonstration, exactement. Une démo. Mais... Il y a les instruments qui sont derrière. Oui, c'est ça, oui, exactement. J'essaye. On va faire ça, d'accord. Moi, je fais le choix de rester à votre compagnie pour D'accord, écouter très bien. la harpe et le violoncelle, parce que moi, je joue donc cette cornemuse Que diabolique vous n'avez pas ramené. que je n'ai pas amené, le bignoucose, parce qu'effectivement, comme je le précisais un peu plus tôt, c'est un instrument de plein air au départ, hein. Donc, mes deux collègues musiciens seraient couverts par le volume sonore qui et même si nous jouons en plein air aujourd'hui. Mais ça va être très intéressant. Donc, là, je pense qu'ils crois vont le faire. qu'effectivement, il fait mieux rester en musique acoustique. Bah, écoutez, merci beaucoup C'est d'avoir moi été qui vous là. remercie. Merci Goulvenk et puis Morgane. Je joue au pal avec l'harpe. Merci. On peut remercier aussi le Jazz et la Java, Zoom Productions et aussi le Conseil régional de Bretagne. Toute l'équipe technique, Simon, Frédéric, Arnaud, Cédric et Alexis. C'est parti pour la démo?